Hola, hola, mais c'est qui tous ces médecins en colère et qui demandent d'être augmentés pour s'en mettre plein les poches? Alors, je m'appelle Rosalie Nguyen, je suis médecin généraliste et avec mes collègues, nous avons fait cette vidéo après avoir entendu ou lu trop de témoignages de burn-out et d'écœurement chez nos collègues. Et en fait, ce qui leur fait mal, c'est ce mépris de la part des politiciens et des technocrates qui connaissent si mal notre métier et notre hétérogénéité de pratiques. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est de se sentir incompris de nos concitoyens. Nous sommes des milliers à ne pas pouvoir ou ne pas vouloir s'installer et encore plusieurs milliers à vouloir stopper notre activité carrément. On a voulu vous raconter comment on vit les choses de l'intérieur et quelles sont nos difficultés et quelles sont nos craintes. Alors, je vous invite à lire le livre du docteur Marine Angelo qui s'appelle La faillite de la médecine générale chez The Book Édition. Et maintenant, si ça vous intéresse, restez et tendez bien vos oreilles. Vous ne serez pas déçus. Alors, j'ai fait ce que j'appelle de la médecine de famille, c'est-à-dire que j'ai soigné le village et les environs depuis toutes ces années, des familles parfois 4 à 5 générations. Quand je me suis installé dans les années 80, on avait très peu de contraintes. Bon, les cabinets n'étaient pas informatisés, enfin, il y avait plein de choses qui n'existaient pas. Il n'y avait pas le forfait structure, il n'y avait pas le ROS, il n'y avait pas 50 000 choses qui existent. Il y avait l'histoire de la norme handicapée, mais la norme handicapée, les locaux, il a fallu s'adapter, etc., etc. Ce qui était complètement débile à l'époque, puisque les patients qui étaient handicapés, j'allais les voir chez eux. J'avais pas besoin que mon cabinet soit aux normes handicapées. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de contraintes. Et ces contraintes-là, on ne les a plus quand on est salarié. On commençait très tôt, on finissait très tard, donc on n'avait pas le temps de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux, etc., etc. Donc on s'est accommodé de ces honoraires minables en voyant beaucoup de monde. Le truc, c'est que maintenant, les jeunes, et ils ont raison, ils veulent une vie de famille, ils veulent une vie relationnelle, ils veulent une vie sociale, ils veulent pas être au turbin de 7h du matin à 11h du soir. Ouais, c'est tout. Si je me fais grève, si je me mobilise actuellement, c'est pas pour moi. Moi, je vais travailler 2-3 ans. J'ai donc 4 enfants, tous grands, entre 33 et 24 ans. Ils ont tous fait des belles études, ils ont fait des classes préparatoires, école d'ingénieur, école de commerce. Enfin bon, ils gagnent tous, y compris la dernière de 24 ans, mieux leur vie que moi généraliste. Je suis très contente pour mes enfants, mais ça explique ce que je dis souvent aux patients, pourquoi les jeunes médecins ne veulent pas s'installer. Moi, j'étais pharmacienne avant. Et donc, je me suis reconvertie vers la médecine, juste dans l'objectif vraiment de devenir médecin de famille. Donc, quand j'ai passé mon concours de l'internat, j'ai fait médecine générale par choix. Donc, c'était vraiment que, pour ma part, j'avais envie d'exercer ce métier. J'étais persuadée que c'était le métier de mes rêves, comme on dit un peu, comme dirait un enfant. Mais en fait, c'est vrai que lors de mes remplacements, je me suis rendu compte que en fait, la réalité, elle était complètement tout autre. Disons que jusqu'à maintenant, enfin, les médecins de ma génération, les anciens médecins dont je fais partie, disons, ils avaient trouvé la parade dans la mesure où ils faisaient énormément d'actes. Donc il y avait énormément de contraintes avec un acte clé qui était à 20 € et des brouettes qui est resté bloqué pendant des années à 23 €, à 22 €, puis ensuite qui est passé à 25 €. Bon ben ils ont trouvé, il y a certains médecins qui faisaient énormément d'actes pour pallier à ça. Mais après, la jeune génération, elle en veut plus de ça, elle veut plus travailler comme ça. Elle veut pas voir les gens 5 minutes. Et moi, je pense qu'elle a tout à fait raison. C'est impossible pour moi. Moi, je fais pas des consultations d'un quart d'heure. C'est pas la médecine qui me convient. Après, j'ai rien contre ceux qui font des consultations d'un quart d'heure, hein. Mais en tout cas, moi, dans mon fonctionnement, c'est impossible. Le temps d'écoute, le temps de parole, c'est un temps qui fait partie intégrante du soin, hein, le colloque singulier, c'est une grosse partie du soin. Dans ma manière d'exercer, je prends des consultations de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure,
parce que j'aime faire du bon travail, j'aime bien faire du soin global, et donc à 25 euros brut, je ne m'en sors pas financièrement. En plus, tu gagnes 25 euros, mais en plus, sur ces 25 euros, au final, tu vois, moi, à la fin du mois, franchement, même à la fin de la journée, je suis sur les rotules et j'en ai vu 30. J'ai bossé aux urgences, je trouvais ça limite moins fatigant parce que tu bouges, tu te lèves, le temps il passe vite. Mais aujourd'hui, travailler en journée en secteur 1 à 25 euros et à être fatigué le soir, tu es en train de t'user ta santé parce que c'est mentalement épuisant, parce qu'il faut pas faire d'erreur, il faut pas se planter. Alors qu'aujourd'hui, on n'est pas en confort de travail et on se fait massacrer avec les impôts, on se fait massacrer avec l'URSSAF. Je sais pas comment faisaient les gens avant. Bon, je travaillais tout le temps, j'étais tout le temps disponible du matin au soir dans un village. Donc c'était la règle à l'époque. Et puis en plus, à l'époque, il y avait beaucoup de concurrence. Il y avait beaucoup trop de médecins, en tout cas dans le sud de la France. Donc je veux dire par là que qui va à la chasse perd sa place. Donc si on répondait pas enfermé de cabinet, on était assuré de perdre des patients, quoi. Juste qu'on n'a plus ce temps d'examen, on n'a plus ce temps d'interrogatoire minutieux, voilà. Et la Sécu voudrait pire qu'on fasse 10 minutes par consultation, du 6 patients à l'heure. Je ne vois pas comment ça va être possible de faire un soin de qualité en faisant 10 minutes top chrono, comme ils nous le disent, par patient. Nos patients, c'est pas du bétail. Et ça, va vraiment falloir remettre les pendules à l'heure. Il y a 20 ans, on faisait moitié consultation, moitié visite. Je commençais à 8h, je rentrais à 22h. Je travaillais samedi pratiquement toute la journée, donc j'ai dû monter jusqu'à 60 heures à certaines périodes de ma vie. Plus les gardes, plus tout ce qu'on a arrêté. Mes 3 enfants, j'aurais pu les voir grandir. Quand j'arrivais, soit j'étais épuisé, soit ils étaient couchés. Oui, bien sûr. Donc on a sacrifié beaucoup de choses et je comprends que les jeunes n'aient pas envie de ça. Moi, je soutiens entièrement les jeunes. Effectivement, gardez du sens dans ce que vous faites et on fait un très beau métier, ils sont en train de le détruire, donc il faut se battre. Mais en fait, j'ai plus du tout envie de tomber dans un cabinet, je crois que je supporterais pas du tout. Hein. Comme à l'époque, il y avait trop de médecins, on envoyait 10 par jour à des patients, c'était horrible. Hein. Visite, consulte, et puis me décharger l'été de faire des gardes tous les soirs, tous les week-ends, enfin le rythme, tu vois, de médecin sur la côte. Moi, je me sentais un peu prisonnière et finalement, j'ai pas voulu m'installer comme ça, mais j'aimais beaucoup faire des gardes comme à SOS, des visites à domicile, à campagne. Donc, j'ai demandé à m'installer à mon domicile pour faire quand même des visites, tu vois. Ils ont pas voulu, Conseil de l'ordre. Ça, c'est la connerie absolue parce que moi, je me dis, mais quand même, il n'y en a pas beaucoup de médecins qui aiment faire des gardes et des visites à domicile. Moi, j'adore ça, tu vois, c'est un peu ma friandise. Je me souviens que je me suis heurtée, j'ai essayé d'appeler les ARX, etc. Tu sais jamais sur qui tu tombes. Il y en a même une qui me dit, mais écoutez, je lui dis, moi, mais écoutez, j'ai travaillé à SOS médecin, c'est quand même possible de faire que des visites à domicile. Elle me dit, ah, mais c'est pas possible parce que eux, ils sont salariés. Je lui dis, écoutez, j'ai travaillé 25 ans à SOS, je sais bien qu'on est libéral quand même. Et elle a dit que c'était de la médecine foraine. Mais je suis pas vraiment installée. Le Conseil de l'ordre et je me dis, mais vous pouvez, mais comme remplaçante. Je lui dis, ça va, vous m'avez regardé, 62 ans, je trouve ça humiliant, je veux pas être remplaçante. Ça suffit, je suis médecin. Le médecin avec qui j'avais été en stage, tout ça, c'était vraiment mon maître. Et j'étais partie pour copier son modèle à lui, c'est-à-dire être le médecin de famille hyper disponible, hyper joignable. Et puis en fait, t'as ton premier enfant et là t'es envahi de tout un tas d'émotions non, je vais pas passer mon temps à travailler pour payer quelqu'un qui va s'occuper de mon enfant, je vais pas pouvoir faire ça en fait. Mais quoi qu'il en coûte pour avoir un médecin généraliste, un médecin traitant, là non, il n'y a plus de sous. Donc là c'est plus possible d'entendre ça. C'est ça aussi qui nous met beaucoup en colère. En tout cas, moi me met beaucoup en colère. C'est que le quoi qu'il en coûte pour maintenir les médecins, les empêcher de déplaquer, de se déconventionner, ou pour donner envie à des jeunes médecins de venir travailler dans des conditions décentes, là non, là ils n'ont pas d'argent. Donc ça c'est insupportable. On manque de médecins, on rajoute une année supplémentaire pour la médecine générale. Mais c'est ahurissant. Moi, je veux bien qu'on augmente. Alors, on augmente, on dit oui, il faut qu'on soit pareil. Les cardiologues, ils font 4 ans, donc nous, on doit faire 4 ans. Bon, ben d'accord. Sauf que les cardios ne sont pas à 25 balles.
En tout cas, c'est un argument hypocrite que de faire croire à une meilleure formation avec une 10e année. Cette 10e année, elle est là juste pour utiliser de la main-d'œuvre pas chère. Il faut savoir que les mesures coercitives ne marcheront pas. Elles sont complètement contre-productives. Voilà, si on m'oblige à m'installer, eh ben, je ne m'installerai pas, je ferai un autre métier. C'est tout. Il y a plein d'autres solutions à envisager. Par exemple, revaloriser le médecin généraliste qui est payé, qui est le moins bien payé d'Europe. Si la consultation passait à 50 €, il y aurait des milliers de médecins généralistes qui s'installeraient. Il faut savoir que quand on finit notre internat et qu'on passe notre thèse et qu'on est diplômé, 12% d'entre nous s'installent l'année qui suit le diplôme. Donc 88% ne s'installent pas. C'est quoi la question? C'est qu'est-ce que la convention? Quel est l'intérêt pour les patients? Quels sont les patients qui vont suivre et quels sont les patients qui ne vont pas suivre? Si maintenant on me donnait plus de moyens, si une pièce de moins 20 mètres carrés, une assistante médicale qui gère la facturation, la paperasse, le secrétariat, les relances des patients, une pièce lumineuse, au rez-de-chaussée, accès handicapé, 20 minutes par patient, on fait sauter cette histoire de stress de ROS, ce stress de pourcentage et tout ça. On ne peut pas nous mettre des contraintes. On est des médecins. On est des médecins. Alors bien sûr qu'il y a des dérives, bien sûr qu'il y a des abus et bien sûr qu'il y aura toujours des abus. Mais je suis désolé, quand tu regardes, j'ai vu des études comme ça, les pourcentages d'abus, c'est même pas 1%, on est quand même là pour soigner les gens. J'ai l'impression que quand la ROSP a été instaurée, c'était peut-être pour rattraper le fait que le tarif de la consulte était trop bas. Et donc de proposer aux médecins généralistes une sorte de compensation à ce tarif low cost. Le problème de la ROSP, c'est qu'elle enchaîne, elle aliène le médecin avec des objectifs inatteignables déjà. Et pour moi, elle viole des lois, notamment la loi d'indépendance du médecin inscrite dans le Code de santé publique, l'indépendance professionnelle inscrite dans le serment d'Hippocrate, parce que pour recevoir cette ROSP, pour recevoir de l'argent, le médecin va devoir modifier sa pratique, c'est-à-dire par exemple prescrire moins d'antibiotiques, prescrire moins d'antidépresseurs, prescrire moins d'arrêt de travail, etc., etc. Le syndicat MG France, eux, ils avaient réussi à négocier un truc un peu à la noix de coco avec les forfaits, avec ci, avec là-bas. Ben, alors bon, il y a eu une bronca terrible dans le corps médical, parce que c'est clair qu'on s'est fait bananer, comme je t'ai dit, hein, ils mettent la barre de plus en plus haut et donc tu n'atteins jamais les objectifs. Et puis c'est de plus en plus contraignant. Et en plus, si ton logiciel il n'est pas agréé, tu perds 100% de tout. Hein. Et l'agrément, il est pour chaque année. Donc tu peux avoir un logiciel agréé HS cette année, puis l'année prochaine, ah ben il est plus agréé. Ah ben non, monsieur, vous devez balancer 2000 balles pour avoir un nouveau logiciel. À un moment donné, t'en as ras-le-bol, quoi. À un moment donné, tu jettes l'éponge. Donc moi je trouve ça honteux, on arrive en fait à payer les médecins à la carotte. Clairement, on va pas se le dire, comme on fait avancer les ânes avec une carotte sous leurs yeux, et ben ils font pareil avec nous, c'est-à-dire si vous faites ça, on va vous donner un peu plus. Si vous faites ça, si vous n'avez pas fait ça par contre, ben on va vous donner un peu moins. Sauf que les objectifs de la ROSP, des fois, deviennent complètement inatteignables. Donc, ça me donne pas du tout envie de m'installer. Un exemple, ils nous demandent de faire un fond d'œil annuel aux patients diabétiques. Franchement, vu la pénurie d'ophtalmologues, moi, même si je le dis à mes patients, il y en a un patient sur deux qui ne peut pas faire ce fond d'œil. Voilà, donc ça encore, c'est finalement... on va dire une entube, pour être désolée pour la vulgarité, mais malheureusement c'est ça, de la part du gouvernement par la création de ces ROSP et de ces forfaits. C'est quelque chose qui est totalement faux, qui n'a aucun intérêt sur le plan santé publique, c'est-à-dire que ça améliore pas les soins, on soigne pas mieux avec les ROSP, c'est de l'argent gaspillé, c'est du temps gaspillé. Il faut retrouver notre liberté. Moi, je suis d'accord avec les médecins pour demain. Je suis contente. Je suis très contente et c'est pour ça que je suis motivée. Parce que je suis très contente qu'il y ait enfin des jeunes qui se battent vraiment. Mais ça explique, ce que je dis souvent aux patients, pourquoi les jeunes médecins ne veulent pas s'installer.
cru voir qu'il y a des médecins généralistes qui sont obligés de rembourser les trucs qu'ils ont fait en trop, les téléconsultes, qui me semblent bien. Donc j'ai vu passer ça. C'est-à-dire que moi, demain, je vais dire « Ah, ben là, par exemple, aujourd'hui, on m'a envoyé un érysipèle de la face chez un bébé de 1 an. J'imagine si je dis « Ah ben non, lui, je le laisse dans la merde parce que je dépasse mes 20%. Donc non, je vais pas lui dire que son bébé risque quelque chose et je peux pas répondre que c'est n'importe quoi, en fait. » Et en plus, quand on envoie des feuilles à la sécurité sociale, régulièrement, ils les perdent, je sais pas comment ils font. Ah ben moi, des fois, il y a des séries où je vois des gens arriver avec des arrêts de travail perdus alors que les gens ont été... à la sécurité sociale, déposer dans leur boîte aux lettres l'arrêt de travail, et même comme ça, la sécurité sociale perd le document. Tu vois, c'est vraiment pas quelque chose et c'est du temps aussi administratif, parce que ces gens-là reviennent en disant, on a perdu la feuille de soins, on a perdu l'arrêt de travail. Donc c'est vrai que l'informatisation, oui, mais il faudrait que ça soit quelque chose qui soit simple. C'est vrai que quand je fais de la médecine, mais de la médecine, pas vraiment pas de l'administratif, pas de l'abattage, voilà, je me plais dans mon métier et j'espère qu'un jour ça va changer. C'est pour ça que j'attends encore en fait vraiment ces négociations en fait de convention. Je me dis que peut-être il va y avoir un changement grâce au mouvement Médecins pour demain et que ce changement ira vers un retour vers une vraie médecine de famille. Soigner, par exemple, 20 patients par jour, dans le sens noble du terme, soigner, c'est déjà énorme pour un être humain normal. La durée de consultation, pour moi, elle devrait durer au moins une demi-heure. Après, en fonction des motifs, bien sûr, des personnes âgées, plus pour des personnes âgées polypathologiques ou des bébés, ou des consultations de gynécologie, ou des consultations de prévention ou d'éducation thérapeutique. C'est sûr qu'après on peut adapter, mais je pense qu'une consultation d'au moins une demi-heure serait correcte. Les médecins sont pas protégés socialement. S'ils sont malades, ils ont 90 jours de carence. Donc pendant 90 jours, ils doivent payer leurs charges sans avoir d'indemnité. Donc depuis 2021, ce délai a été raccourci, mais il a fallu attendre 2021 pour avoir une protection sociale digne de ce nom. Pour ce qui est du congé maternité, les médecins femmes n'avaient pas de congé maternité jusqu'en 2017. Elles travaillaient jusqu'à l'accouchement, et après l'accouchement, il fallait qu'elles reprennent. Puisque pareil, les charges tombent, etc. Donc les acteurs de soins comme des médecins doivent être quand même protégés, parce que si un médecin ne se soigne pas, comment peut-il soigner les autres, encore une fois? Franchement, aujourd'hui, c'est dur de voir un patient tous les quarts d'heure en faisant de la bonne médecine, en faisant l'interrogatoire, les antécédents, le traitement de fond, les allergies, le poids, la taille, la tension. Réexpliquer les médicaments, souvent ils viennent pas que pour un motif. Donc si tu veux, à la fin, quand tu sais qu'il te reste entre 5 et 7 euros dans ta poche, une fois que tu as payé le ménage, je te rends compte que j'ai même pas de quoi, enfin là entre guillemets, au vu de mon business plan, j'ai dû prendre un télésecrétariat où je facture à l'appel qui prend 1 euro par appel. Bon, tu vas me dire c'est pas énorme, mais au final ça peut faire beaucoup. C'est quasiment entre 300 et 400 euros par mois de secrétariat, 850 euros, 900 euros de loyer, plus les charges, plus le ménage. J'ai même pas, là pour l'instant, j'ai même pas voulu prendre le ménage parce que je me suis dit bon voilà, juste pour ma pièce à moi. L'autre médecin est payé déjà avant que j'arrive, donc voilà, elle fait son ménage. Mais dis-toi que là, voilà, c'est moi qui fais mon ménage, quoi. Je nettoie, c'est moi qui jette mes poubelles. Bon, tu vas me dire, t'es un grand, mon grand, mais bon, voilà, quoi. Moi, je dis qu'il faut pouvoir développer le médecin multisite, tu vois. Parce que moi, je suis à Paris, je pourrais travailler, mais je sais même pas où, tu vois. Je veux pas avoir un cabinet parce que je sais très bien que je vais pas supporter toutes les paperasses. Déjà, le peu que j'ai, j'en ai par-dessus la tête. La conjoncture est telle que nous avons tous des plateformes où nous sommes tous sur Doctolib, plus personne n'a de secrétaire, et qu'avant, quand on avait besoin d'un rendez-vous de spécialiste en urgence, j'avais le gastro, le cardio, c'était des copains, on se connaissait, ils sont tous partis à la retraite. Je prenais le téléphone, j'avais leur secrétaire, j'expliquais le cas de ma patiente, soit on passait directement le spécialiste, le praticien, soit j'avais un rendez-vous rapide en fonction de ce que je demandais. Ça n'existe plus. Maintenant, quand on veut un rendez-vous rapide avec un spécialiste, on ne peut plus.
On ne peut plus passer directement par l'intermédiaire du médecin traitant, c'est-à-dire que c'est pas possible. Là, on vient d'embaucher une secrétaire depuis septembre. Donc, en 20 heures, on est 3 médecins et on paye un secrétariat 20 heures par semaine, ce qui est pas énorme. Et quelqu'un qui n'a aucune expérience, donc c'est compliqué. Voilà, il faut la former. J'avoue que moi, j'aurais eu besoin de quelqu'un qui soit déjà un peu plus rodé, quoi. À la campagne, on trouve pas tout à fait ce qu'on veut. On s'est concerté toutes les trois, mes collègues, pour prendre un assistant. Sauf que voilà, pour prendre un assistant, il faut augmenter sa patientèle. Ce que mes collègues ne veulent surtout pas faire parce qu'elles ont déjà énormément grossi. Justement, quand mon ancien collègue et mon prédécesseur ont arrêté, là, il y a un peu plus d'1 an. Donc elles sont énormément grossies en patientèle et donc là aujourd'hui pour remplir les critères faudrait grossir encore, sauf que c'est impossible. Et moi je ne remplis pas les critères parce que pas assez de patients. Alors, augmenter la patientèle, moi, c'est ce que je suis un petit peu obligée de faire parce que moi, je suis en secteur 1, je suis dermato-secteur 1, je fais un peu d'acte esthétique. Je pleure pas sur mes revenus, mais quand même, je suis obligée d'augmenter, de rajouter 4-5 patients en plus par jour pour que ce soit une opération équilibrée, quoi. Et je lui ai expliqué que j'aimerais bien embaucher une assistante, donc elle m'a expliqué que non, parce que je n'étais pas deux, que je ne voyais pas assez de nouveaux patients par an parce qu'il fallait que j'en voie, je crois que c'est 3000 nouveaux par an ou je sais pas quoi, et que j'en voyais que 2000, mais que je pouvais faire une dérogation auprès de la CNAM. Donc j'ai envoyé un petit courrier à la CNAM. Alors je peux dire que ceux-là, si un jour moi je décide de sauter par la fenêtre, ils seront quand même pas bien dans leur basque parce que dans ce courrier il y a écrit que je suis en épuisement professionnel, quoi, et que je peux plus subvenir aux demandes des patients et que j'aimerais bien une assistante médicale et que j'aimerais bien pouvoir bénéficier d'une dérogation pour pouvoir l'embaucher alors que je suis toute seule et que oui, je ne vois que je sais plus combien de nouveaux patients. Voilà, ils m'ont répondu que c'était refusé parce que je voyais pas assez de nouveaux patients. Donc en gros, on explique qu'on est en épuisement, qu'on estime que déjà on en voit trop des nouveaux patients et eux nous répondent en nous disant que nous on n'en voit encore pas assez. Exactement, c'est la deuxième raison de ma non-installation. Je m'y attendais pas. Moi, c'est vrai qu'en médecine, on ne nous parle pas de cette charge administrative. On apprend la médecine, voilà, c'est une science, un ami, on apprend toutes les pathologies, comment les diagnostiquer, comment les traiter, mais on ne nous parle pas de cette charge administrative. Et quand on arrive sur le terrain, waouh, on se dit, en fait, je passe au minimum, enfin moi, clairement, je passais de 18h jusqu'à 20h non-stop à faire que de la paperasse. Ce qui nous pourrit, c'est une partie de notre tâche administrative est basée sur des certificats complètement débiles qui nous font perdre du temps, qui n'ont aucun sens et où on est pris en otage. Donc, il faut que ça cesse. Donc, en faisant pression sur les effecteurs de terrain qui sont nos partenaires, c'est-à-dire les mairies, les municipalités, les conseillers régionaux. C'est l'aptitude à la crèche, le certificat pour mettre de la crème sur la fesse des bébés, l'aptitude à la colonie de vacances, tout ça c'est au moins 50%, c'est les organismes de formation et puis c'est les collectivités locales. Alors ceux qui reviennent le plus souvent, c'est nous faire remplir des dossiers d'APA, l'allocation de personnalité pour l'autonomie, alors qu'on n'est pas une équipe médico-sociale. Donc ça, c'est les conseils généraux qui se défaussent sur nous parce qu'ils n'ont plus de médecins salariés. Le deuxième que je listerai, c'est le certificat d'aptitude, alors qu'on n'est pas médecin du travail, qu'on n'est pas médecin agréé, le certificat d'aptitude à la fonction d'assistante maternelle. Donc là aussi c'est pareil, j'ai appelé les gens et c'est parce qu'il n'y a plus de médecins dans les pays. Donc on nous fait faire des choses qui ne sont pas de notre compétence. Donc en plus qui n'ont aucune valeur légale. Ensuite, tous les certificats d'aptitude. Aptitude à la formation de sécurité incendie, avec dedans des choses absurdes comiques du genre est-ce que le candidat peut soutenir une épreuve écrite de 4 heures. Tous les certificats pour le sport, la pétanque, le yoga, les fléchettes, la randonnée, la gym volontaire. La gym volontaire, c'est quoi? C'est la mairie qui met à disposition une salle et un coach pour faire une activité adaptée aux possibilités de la personne, comme le yoga. Donc, comme personne n'a de contre-indication, pourquoi demander l'absence de contre-indication quand la contre-indication n'existe pas?
En fait, pendant mes études, j'étais plutôt déprimée et puis ensuite, pendant mon internat, j'ai ressenti une colère immense et depuis, cette colère ne me lâche plus. Je vis avec cette colère et c'est pas évident. J'ai une amertume, c'est une colère d'injustice parce que ce qu'on vit est terriblement injuste. On a fait 10 ans d'études, on est rémunéré autant que des gens qui ont fait un bac+3, par exemple des podologues, voire moins puisque leur consultation est à 27 €, que des sages-femmes qui sont à 25 €. Donc pour moi c'est inconcevable, mais il n'y a pas que cette histoire de rémunération, attention. Mais oui, c'est du mépris de nos tutelles, de l'État. Et est-ce que c'est normal que les internes passent en moyenne 60 heures par semaine, 70 heures, 80 heures, 90 heures pour être payés 1 500 € par mois. Donc, ce qui fait à peu près 4 à 5 € de l'heure. Pour des gens qui ont bac plus 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est pas normal. Mais je pense que le prix de la consultation de l'époque par rapport au coût de la vie était plus intéressant, que les charges URSSAF, impôts, etc. étaient moindres. J'ai des chiffres parlants que j'ai regroupés dans mon livre. Donc, en 1971, lors de la première convention avec la sécurité sociale, le SMIC horaire brut était à 0,55 €, pendant que la consultation de médecine générale était à 2,44 €. C'était 16 francs à l'époque. Donc, ce qui fait un rapport entre le SMIC et la consultation de 4,4. Donc, la consultation était 4,4 fois égale au SMIC. Ça, c'était en 71. En 2022, le SMIC horaire brut en euros est à 11,07 €, pendant que la consultation est à 25 €, ce qui fait un coefficient de 2,26. Donc ça, c'est pas normal. On avait un coefficient de 4,4, on a maintenant un coefficient de 2,2. Donc, en fait, si on avait suivi l'augmentation du SMIC, la consultation, elle devrait valoir aujourd'hui 4,4 fois 11,07, soit 48,71 €. Ce qui est compliqué lorsqu'on a un cabinet en secteur 1, c'est qu'on a la pression. Le premier frein, c'est quand même, je trouve, les loyers qui sont extrêmement chers, mais même en banlieue. Je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, un médecin généraliste, dans un tout petit local, tu vois, moi j'ai 11 m², franchement, je suis un peu à l'étroit. C'est un peu petit, je dois te dire, surtout quand on a du retard, où vraiment en plus il y a des bébés, des poussettes, ça s'accumule. Ah ben 50 €, ça laisse un peu plus de marge. 50 €, c'est sûr qu'une consultation à 50 €, c'est-à-dire la moyenne européenne qui est à 47 € à peu près, ça me conviendrait pour faire de la bonne médecine. Tu sais, j'étais pharmacienne avant. Et ben, je gagnais mieux ma vie en tant que pharmacienne que quand j'étais remplaçante en médecine générale. Donc, avec un bac+5 finalement, enfin bac+6, pardon, je m'en sortais largement mieux qu'avec les études de médecine générale. Donc, ça prouve bien qu'on n'est pas des nantis quand même. Il y a un moment, il va falloir faire changer ça dans la tête des Français, quoi. Il faut savoir que sur un tarif de 25 €, on n'en gagne même pas, 10 €, quoi. Quand on voit tout ce qu'on dépense pour tout, il faut arrêter de considérer la santé uniquement comme un objet, on va dire, économique. Il faut faire des économies, où il faut en faire, il y a plein d'endroits où on peut faire des économies, les ROSP, les dames, l'administratif dans les hôpitaux, on le sait très bien, il y a plein d'endroits à faire des économies, mais pas sur le soin. Juste, on sait qu'il n'y a pas d'oseille, d'accord. Mais vous avez dépensé des milliards d'euros en vaccins que vous avez jetés. Vous avez dépensé des milliards d'euros à financer des centres ophtalmologiques, des centres dentaires qui sont mis à faire des tests antigéniques tous les dimanches. C'est que des fois, ils faisaient 300, 400 tests antigéniques par jour et ils facturaient sur des CPS d'ophtalmologues, des centres ophtalmo et dentaires les dimanches pendant la Covid, des tests antigéniques. Ils se sont ramassés des millions et des millions d'euros qu'on a mis à la poubelle. Mais cet argent-là, qui va le payer? C'est nous. Je pense qu'il faut deux choses. Il faut clairement augmenter la revalorisation. En tout cas, le salaire des médecins, les honoraires des médecins des libéraux, ça c'est à mon avis indispensable pour éviter la catastrophe, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, mais c'est pas suffisant. D'un autre côté, il faut qu'il y ait davantage de médecins. Si le métier garde du sens et si je continue à m'éclater dans ce que je fais, avoir de bonnes relations avec les patients qui me font confiance et qui ne veulent pas me forcer à faire des choses que je n'accepte pas, pour moi ou pour eux, je peux encore travailler longtemps et transmettre ce que je sais à des jeunes. Je prends beaucoup de plaisir à ça.
Et là, les jeunes, là, sont très mobilisés, mais ils ont raison, c'est leur avenir et c'est l'avenir de la médecine. Parce que sinon, et c'est pour ça qu'il faut se bouger, c'est pour expliquer aux gens que demain, ils ne seront plus soignés. C'est même pas bien soignés, c'est qu'ils ne seront plus soignés du tout, si on ne fait pas quelque chose. Si les conditions ne s'améliorent pas, moi, ce sera soit une reconversion, vraiment, soit un départ à l'étranger. Parce que, quel que soit finalement, que ce soit du salariat en clinique, du salariat en centre de santé ou du libéral, je pense que le soin de santé en France est en train de vraiment d'être détruit, en fait. Que l'un ne soit pas entendu, qu'une nouvelle convention soit dans la lignée de la précédente, des miettes, 29 maintenant, 30 euros si on mange bien sa chambre. C'est plus entendable. C'est plus entendable. Donc moi, je pense que moi et beaucoup de collègues, on va soit déplaquer, soit se déconventionner. Mais j'aime trop la médecine générale pour me résoudre à ça pour l'instant. C'est un choix un peu draconien. J'ai déjà essayé de tourner les choses dans tous les sens, avec mon mari aussi. Mais voilà, lui, de toute façon, il n'a pas d'horaire. Lui, il changera pas, clairement. Et donc moi, je suis un peu la variable d'ajustement. Voilà. Comment on arrive à subvenir à nos besoins tout en trouvant un équilibre familial et professionnel. Mais clairement, aujourd'hui, tel que c'est, il y a quand même des moments où je me sens frustrée professionnellement parlant parce que je me préserve pour ma famille. C'est vrai, hein. Alors, en ce qui concerne le mouvement et ma décision de me déconventionner, elle a eu lieu le 1er décembre au soir, où ma décision a été prise de façon irrévocable. Ça fait 8 ans que je me sens en souffrance et déconnectée de nos pouvoirs, depuis la loi de Marisol Touraine, qui nous enfermait dans un système qui était déjà fragilisé. J'ai vu le système se dégrader avec de plus en plus de contraintes, de moins en moins de confrères installés autour de moi. J'aime le contact humain et relation avec les gens, et ce qu'on nous demande, c'est d'aller de plus en plus vite, de plus en plus superficiellement, avec des injonctions paradoxales. Bon, effectivement, on a besoin de nourrir notre ego, mais quand il n'est pas nourri, on finit par se dessécher. Ce sentiment d'être déshumanisé, d'être pompé de notre humanité à continuer. Et voilà, c'est cristallisé le 1er décembre dans la bouche de Braun, qui nous disait qu'on n'avait que des devoirs et qu'on allait continuer à avoir des devoirs, et que si on allait accéder à quelque chose, il va falloir le mériter. Et puis les droits, peut-être qu'on y réfléchirait à avoir des droits. Donc en fait, on n'était plus des citoyens, on était devenus des esclaves. Moi, dès qu'on me demande quelque chose en plus, dès que la CPAM m'enjoint de faire quelque chose en plus, je ne peux plus. Voilà, donc j'attends avec impatience un petit temps de pause et puis mon déconventionnement qui arrivera à partir de septembre et non à partir de janvier comme j'avais prévu initialement, et peut-être que ça arrivera plus tôt. En tout cas, bravo pour votre énergie. Moi, en ce moment, j'en ai plus beaucoup. À l'instant même, un patient vient de quitter le cabinet tout en me déclarant: je suis avec une très grande attention votre mouvement dans lequel vous dites que vous vous battez pour nous. Mais n'y a-t-il pas derrière tout ça un petit peu d'hypocrisie de votre part malgré tout? Moi, en respirant calmement, je lui rétorque: vous savez, moi, en tant que médecin, si je suis malade, ou si ma famille l'est, j'ai assez de relations parmi mes confrères pour en trouver un excellent qui nous prendra en charge. J'imagine que pour toutes les personnes de haut rang qui nous dirigent, il en sera de même. Mais vous, à quoi aurez-vous droit? À la téléconsultation auprès d'un médecin situé à des centaines de kilomètres de là, à une IPA, c'est-à-dire
une infirmière dite de pratique avancée, ou bien vous aurez aussi le droit d'aller attendre une douzaine d'heures aux urgences. Mais vous avez certainement raison, je vais arrêter de me battre pour vous et dorénavant penser un peu plus à moi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous venez d'entendre la version courte des témoignages de mes consoeurs et confrères que je remercie vivement pour leur participation. Et si cela vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir davantage, sachez que vous aurez prochainement la partie bonus qui apportera plus de détails. Cette première vidéo étant une sorte d'entrée dans la matière où vos médecins vous ont ouvert leur cœur. Et vous avez compris que nous nous battons pour vous, pour une amélioration des soins et pour éviter une médecine à deux vitesses. Aussi pour nous redonner du sens à notre métier et permettre aux jeunes médecins de s'installer dans de meilleures conditions. Merci et à bientôt.